American Power Today. Bienvenue dans ce petit tutoriel sur la puissance américaine aujourd'hui. Quand on parle de puissance américaine, on parle des États-Unis d'Amérique, 330 millions d'habitants, un peu plus, première puissance économique mondiale selon qu'on prenne le PIB en parité en nominal ou en parité de pouvoir d'achat. En parité de pouvoir d'achat, ils sont deuxième derrière la Chine. C'est la principale puissance militaire mondiale. Bref, les États-Unis sont une puissance car ils ont une capacité technologique, économique et militaire à influer sur leur environnement. C'est la définition même d'une puissance. Superpuissance, qui est supra au-dessus, hyperpuissance, qui domine tout le monde. On se demandera qu'en est-il aujourd'hui de cette puissance au travers des sources de cette puissance. Qu'est-ce qui en font les sources, mais qu'est-ce qui en fait également l'organisation interne de cet État, de ce pays. Est-ce un nouvel empire, une nouvelle forme d'empire finalement, par une domination culturelle, ou enfin on s'intéressera aux relations qu'a cette puissance avec l'extérieur, qui sont une des caractéristiques de cette puissance, plutôt une forme d'unilatéralisme, ou plutôt vers le multilatéralisme. Donc voilà, quels sont les... peut-on dire que les États-Unis sont une superpuissance? C'est le sujet de l'objet conclusif sur la puissance. Alors on fera ce thème en 3 temps. Premièrement, on verra la puissance militaire américaine et technologique sur laquelle les Américains ne sont pas contestés. Ensuite, nous verrons la puissance économique et culturelle sur laquelle les Américains montrent d'énormes atouts mais commencent à avoir quelques faiblesses. Enfin, nous verrons qu'actuellement la puissance américaine est concurrencée et qu'elle a de nombreuses limites, voire le développement d'un certain anti-américanisme. C'est ce que nous verrons dans le dernier point. American Power! Tout d'abord, on peut dire que les États-Unis sont une puissance militaire et diplomatique incontestable et incontestée. Tout d'abord, c'est un géant militaire qui s'impose dans le monde par ses équipements et par ses alliances. 35% des dépenses militaires mondiales, c'est de très loin la première armée du monde. Ils ont 13 porte-avions, une quarantaine de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Bref, les Américains sont très au-dessus en termes d'équipement et de technologie d'un point de vue militaire. Ils ont une puissance de frappe unique, avec une flotte présente sur chaque océan, mais également des facilités présentes de partout dans le monde. La base de Diego de Garcia dans l'océan Indien, mais également une énorme base à Abu Dhabi, une base à Djibouti, une base à Naples. Bref, les Américains ont une armée présente sur les 4 coins du globe. Cette armée, donc, composée notamment de l'US Navy, la marine, qui est une des sources de cette puissance, possède bien sûr la dissuasion nucléaire, mais elle fait surtout des alliances avec les principales armées du monde, au travers de l'OTAN, l'Organisation Traité de l'Atlantique Nord, qui lui permet d'être liée aux armées françaises, anglaises et également turques, mais également avec d'autres pactes, dont le pacte de Bagdad et le pacte de Rio, qui sont des héritiers de la guerre froide, mais qui lui permettent d'être allié avec l'essentiel des pays d'Amérique du Sud et d'Océanie. Une puissance militaire qui tous les ans se traduit par le célèbre RIMPAC. RIMPAC, RIM les rivages, PAC le Pacifique. Chaque année, les Américains font une énorme démonstration de leur puissance militaire en invitant un pays du Pacifique à faire ce gigantesque défilé. Puissance militaire qui se traduit deuxièmement par des interventions de ce qu'on appelle le gendarme du monde. Ces interventions se font entre une forme d'unilatéralisme parce que les Américains ont dans leur puissance cette capacité à être et à pouvoir faire des interventions unilatérales. C'est pour ça qu'on les appelle les gendarmes du monde. Néanmoins, ils privilégient des interventions multilatérales. Donc, le multilatéralisme, une intervention multilatérale, c'est quand on intervient en commun avec ses alliés. Unilatérale, c'est quand on intervient tout seul. Donc, actuellement, ils interviennent massivement au Proche et au Moyen-Orient. Donc, ils interviennent en Syrie, indirectement, souvent, mais également en Libye, avec des frappes aériennes ou un soutien militaire, mais surtout, ils sont intervenus en Irak et en Afghanistan. En Irak en 2003, en Afghanistan en 2001. Ils ont toujours des militaires présents sur place, bien qu'il n'y ait plus de base de l'armée américaine à proprement parler suite au retrait des troupes. Les Américains ont actuellement un renforcement très fort de leur présence militaire en Asie, et actuellement 60% de la flotte américaine a basculé sur le Pacifique plutôt que sur la Méditerranée Atlantique. Donc, une armée qui intervient. Cependant, on note un retrait et des interventions militaires directes qui sont souvent trop coûteuses pour l'armée américaine. Les États-Unis ont néanmoins militairement quelques ennemis. Donc ceux qui étaient désignés par l'axe du mal, c'est principalement l'Iran actuellement.
et la Corée du Nord, deux pays qu'ils essayent de dissuader d'avoir l'arme nucléaire. Ça n'a pas marché avec la Corée du Nord, avec lesquels les Américains et Donald Trump ont fait un accord récemment suite à l'obtention de la bombe atomique par cet État. Néanmoins, la capacité d'intervention et les interventions réellement sur le terrain des GIs font que c'est une puissance militaire incontestable. Et maintenant, pour terminer avec l'aspect militaire, forcément, les Américains sont un monstre diplomatique. Membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les Américains ont, pendant les 20 dernières années, mis 14 vétos. Ils n'hésitent pas à faire valoir leur avis, et souvent dans la défense principalement de leur allié qui est Israël au Moyen-Orient. Néanmoins, les USA, qui étaient vraiment dans un monde unipolaire entre 1989 et 2001, qui étaient les seuls vraiment à maîtriser, on va dire, diplomatiquement le monde, sont depuis 2001 en difficulté d'un point de vue diplomatique, avec les oppositions systématiques au Conseil de sécurité de l'ONU de la Russie et de la Chine sur les volontés américaines. Par ailleurs, dans les organisations internationales, les Américains connaissent de plus en plus d'oppositions. C'est par exemple le cas à l'Organisation mondiale du commerce. Et il y a une tendance réelle à l'isolationnisme, qui a été marquée notamment par la présidence de Donald Trump. Donald Trump avec son slogan « Make America Great Again » et du coup « America First », les Américains d'abord, et du coup Donald Trump s'est retiré de tout un tas d'institutions américaines, internationales, estimant que les intérêts américains n'y étaient plus défendus. Donc c'est à l'ONU, il a même menacé de se retirer de l'ONU et du financement de certains organismes de l'ONU, notamment l'UNICEF, parce qu'ils reconnaissent l'État palestinien, ou alors il s'est retiré de l'accord de Paris, estimant défavorable à l'industrie pétrolière américaine. Les Américains sont donc dans une démarche relativement prudente vis-à-vis des institutions internationales dans lesquelles ils sont moins en position de force, et par exemple, ils reviennent au G7. En effet, le G7 est de nouveau considéré par les Américains comme un organisme, on va dire, dans lequel les Chinois et les Russes ne sont pas, dans lequel ils peuvent communiquer avec leurs alliés. Du coup, le G20, qui avait été créé par Obama en 2008, est délaissé par les Américains au profit du G7, dans lequel ils retrouvent leurs alliés. Voilà, donc c'est un exemple de la diplomatie américaine qui montre que cette diplomatie américaine a une tendance actuellement à l'unilatéralisme, car elle fait face à de réelles difficultés. Néanmoins, elle peut quand même se targuer de mouvements unilatéraux, notamment et de décisions uniques. On prend par exemple une dernière décision unilatérale de la diplomatie américaine, c'est par exemple l'embargo sur l'Iran. En faisant un embargo sur l'Iran, Donald Trump a montré sa capacité importante d'influence sur le monde, car tous les pays européens ont embrayé derrière lui et ont cessé de commercer avec l'Iran, pour la simple et bonne raison que la justice américaine peut attaquer sur le sol américain des entreprises qui ont des relations économiques avec un ennemi des États-Unis. Tous les groupes automobiles européens, Volkswagen, Peugeot, ont cessé immédiatement de commercer avec l'Iran. Et là, on voit bien vraiment la force de frappe de la diplomatie américaine, qui est capable d'imposer ses vues au monde entier. Venez comme vous êtes. I'm loving it. Like a virgin. Touch for the very first time. Le jean, le chapeau. Bref, le McDo, le Coca, les États-Unis rayonnent dans un deuxième temps par leur pouvoir économique et culturel. Donc on va voir cependant que ces deux puissances ont des limites. Commençons par l'aspect économique des choses. Déjà tout d'abord, du point de vue des firmes transnationales, les firmes transnationales américaines sont les plus représentées parmi les 500 premières mondiales, avec 127 FTN américaines parmi les 500 premières mondiales. Nike, McDonald's, General Motors restent quand même des entreprises très importantes. Parmi ces FTN, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont de nouvelles entreprises de haute technologie cotées au Nasdaq, qui est le principal indice mondial de valeur de haute technologie, sont des entreprises florissantes qui connaissent une réelle croissance. Donc, les Américains ont une puissance économique à travers des industries de nouvelles technologies. Cependant, dans ces industries, l'industrie lourde est en extrême difficulté. Plus aucun grand constructeur automobile américain. En aéronautique, il reste le géant Boeing. Néanmoins, l'industrie lourde américaine, la métallurgie, l'automobile, la mécanique, tous ces secteurs-là sont en très grande difficulté. Les Américains, d'un point de vue économique, gardent une certaine puissance agricole aujourd'hui. C'est quand même la première puissance agricole mondiale en termes de production de valeur ajoutée. Et c'est un gros exportateur mondial, notamment vers l'Asie, un gros exportateur de viande.
Les Américains, en termes de puissance économique, c'est la première capitalisation boursière mondiale. Pour vous donner un exemple, Wall Street, le New York Stock Exchange développe 41% des transactions boursières, 41% de la capitalisation boursière mondiale se fait à Wall Street. C'est énorme, c'est-à-dire que les transactions boursières, c'est là-bas que ça se passe. Donc Chicago pour les denrées agricoles, pour les entreprises et la capitalisation boursière des entreprises, c'est par contre la bourse de New York qui est la place financière principale. Cependant, l'économie américaine connaît un autre type de difficulté, c'est un très fort endettement. Depuis les années 80, les Américains connaissent un déficit croissant dans leur balance commerciale. Ils importent plus qu'ils exportent. Cela conduit à un endettement massif et à une émission de bons du trésor américain, principalement vis-à-vis de l'Asie. L'Asie produisant de nouvelles technologies, mais également l'Europe, notamment l'Allemagne, qui exporte énormément vers les États-Unis. Cela conduit à un appauvrissement de l'économie américaine et du coup à une industrie, une économie qui devient une économie de services, qui est une économie d'endettement. Et structurellement, cela pose un certain nombre de difficultés à l'économie américaine, notamment son endettement et le fait qu'il y a une certaine nombre d'entreprises américaines qui sont devenues propriétés chinoises. On en remarque d'ailleurs que même dans les fleurons technologiques, les Américains sont en difficulté. Apple concurrencé directement par Huawei, le géant chinois, et Alibaba ou Tencent qui viennent de concurrencer Google ou Amazon. Bref, les Américains sont économiquement parfois en difficulté. Maintenant, l'aspect culturel des choses. Les Américains ont une grande partie de leur puissance qui se construit sur l'American Way of Life, le mode de vie américain. Le jean, le bouffer au McDo, le être libre, la liberté sexuelle. Les Américains ont irrigué le monde de leur mode de vie, notamment grâce aux films. Aujourd'hui, c'est Netflix, avant c'était Hollywood. Toutes ces séries américaines qui exaltent la liberté individuelle, notamment la liberté sexuelle, mais également la liberté de faire ce qu'on veut dans la vie. C'est le modèle américain du self-made man, de l'homme qui se construit lui-même, ce qui a fait tout le succès de Donald Trump, qui est un magnat de l'immobilier qui a réussi par lui-même, ou alors même de Barack Obama, qui est un avocat noir qui a réussi à devenir président des États-Unis. Ça, c'est le modèle vraiment américain de la réussite individuelle et aussi du capitalisme. Le capitalisme qui permet cela, parce que dans le capitalisme, on peut acquérir une fortune personnelle importante. Et les Américains développent ce modèle, les étrangers développent cet idéal. Si on prend des chansons comme par exemple Like a Virgin de Madonna, c'est tout ce symbole-là qui est développé. Madonna qui arrive avec 5 dollars en poche, qui est issue d'une minorité étrangère, donc on peut migrer très facilement, qui arrive à New York, qui fait une chanson sur quoi? Sur la liberté sexuelle, Like a Virgin, comme une vierge, je fais ce que veut, touch for the very first time, je fais ce que je veux de mon corps, je suis libre sexuellement. Ça, c'est le modèle de vie et le modèle américain. Et qui est développé. Alors maintenant, dernier point, et ça c'est une réelle force d'un point de vue culturel, c'est la capacité intégratrice des États-Unis. Quoi qu'on en dise, malgré le mur, etc., les États-Unis sont le pays qui, de très très loin, accueille par année le plus de migrants. Par exemple, il y a 60 000 Français actuellement qui vivent illégalement aux États-Unis et qui travaillent. Parce que même pour un Français, c'est un pays avec lequel le solde vis-à-vis de la France, on a un solde migratoire négatif vis-à-vis des Américains. Mais c'est le cas principalement avec tous les pays d'Asie, les pays d'Europe, les pays d'Amérique du Sud. Il y a une migration massive vers les États-Unis. C'est près de 3 millions de personnes par an qui débarquent aux États-Unis pour aller bosser, pour aller dans les universités américaines. C'est un brain drain, un drainage de cerveau monumental, avec des universités américaines qui sont très en capacité de drainer ces cerveaux, avec notamment le classement de Shanghai qui classe sur les 20 meilleures universités mondiales, 16 sont aux États-Unis. Les Américains ont cette capacité d'intégration des élites mondiales dans de grandes capitales et dans de grandes métropoles. C'est la Silicon Valley, c'est Boston, le MIT, c'est l'Université de Columbia, c'est toutes ces grandes universités américaines qui sont capables de drainer ces cerveaux-là. Cependant, ce modèle américain connaît un certain forme de rejet. C'est ce qu'on verra, et c'est une de ses limites. C'est ce qu'on verra dans la dernière partie. Maintenant, pour terminer, les limites de cette puissance américaine. Alors, première limite et contestation de cette puissance américaine, c'est la plus importante peut-être, c'est l'émergence de la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine, si elle ne représente pas un modèle de société
on va dire, attractif pour le reste du monde, elle n'en représente pas moins un concurrent économique de taille qui est en train de devancer les Américains. Les Chinois deviennent la première puissance économique mondiale de manière relativement logique du fait de leur poids démographique, ils sont 1 milliard, mais également ils ont une réelle tendance à l'hégémonie économique. D'ailleurs, ils asphyxient l'économie américaine avec 500 milliards de dollars d'exportation de la Chine vers les États-Unis chaque année, alors qu'il n'y en a que 100 milliards dans l'autre sens. Ils inondent les États-Unis de leurs produits et il y a aujourd'hui une concurrence terrible, à mort, entre les géants américains qui sont très en difficulté et les géants chinois. L'interdiction de TikTok par Donald Trump est clairement à entrevoir comme une défense de YouTube. Parce que s'ils perdent ce géant de la vidéo qu'est YouTube, ces données, tout ce qui est derrière, ils perdent du pouvoir, les Américains. Et TikTok est un danger pour eux, parce que TikTok, c'est les entreprises chinoises et l'État chinois qui est derrière. Alors, cette puissance chinoise, elle est redoutée et crainte par les Américains, qui ont tendance à la considérer de manière de plus en plus importante. Ils ont notamment décidé de relever leurs droits de douane, notamment sur l'acier. Et si Trump avait pris ces décisions critiquées, il ne semble pas que les démocrates revenus au pouvoir aujourd'hui veuillent se désengager de ces politiques protectionnistes vis-à-vis de la Chine, car les enjeux sont trop lourds pour les Américains. Ce géant chinois a en plus des tendances hégémoniques vis-à-vis d'espaces continentaux dans lesquels les Américains sont présents. C'est notamment le cas avec le Brésil ou avec l'Afrique, dans lequel les Chinois ont pris une place importante au travers d'investissements très importants dans les économies, mais également avec la présence d'entreprises chinoises, en Éthiopie notamment, mais également au Brésil. Les investissements chinois sont très très importants, notamment dans l'Amazonie, dans l'agriculture, avec du land grabbing, donc de l'achat de terre. Les Américains se font grignoter par la puissance économique chinoise un certain nombre de marchés. Le danger numéro 1, c'est donc la Chine. Et Xi Jinping est à voir comme un concurrent important. Ensuite, deuxième difficulté, c'est que depuis 2001, les Américains, les attentats du 11 septembre, les Américains connaissent des contestations ouvertes. Des gens s'opposent ouvertement à la puissance américaine dans le monde, et même on peut dire qu'il se développe un anti-américanisme relativement puissant. Alors, cet anti-américanisme vient de différents faisceaux de gens et d'acteurs au niveau mondial qui sont très différents. Tout d'abord, il y a un anti-américanisme islamiste, donc qui se développe au Sahel, mais également dans tout le Moyen-Orient, qui vise à détester les intérêts américains parce qu'ils représentent le capitalisme, la liberté sexuelle, tout ce qui va à l'encontre des valeurs de l'islam, qui est un contre-modèle, on va dire, à l'idéologie américaine. Néanmoins, les Américains restent alliés avec la majorité des pays musulmans, et c'est une limite relativement fragile. Cependant, le modèle américain de développement connaît des remises en cause, même dans les pays occidentaux, au travers du développement de l'écologie notamment, et de la critique de la société de consommation. Même si ça me paraît relativement marginal, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup nous en France, à l'échelle mondiale, c'est pas quelque chose de très connotatif. Il y a quand même un rejet de ce modèle de société de consommation, et peut-être que ce modèle culturel serait un peu en crise. On peut quand même en douter quand on voit par exemple les entreprises de Elon Musk qui sont aujourd'hui les ambassadeurs numéro 1 du greenwashing, donc de cette nouvelle tendance écologiste high-tech, avec Tesla qui fait des voitures électriques, avec Neuralink qui va faire de l'intelligence artificielle pour consommer moins d'énergie, etc. Ou avec Uber qui optimise les déplacements. Donc, cet anti-américanisme est à relativiser. Enfin, et ça c'est important peut-être, la puissance américaine connaît des difficultés internes importantes. Elle en connaît beaucoup. Mais le plus important est peut-être l'augmentation des inégalités à l'intérieur de la société américaine. Je ne pense pas aux inégalités raciales. Contrairement à ce que peuvent laisser voir les Black Lives Matter, etc., il y a un relatif rattrapage
des inégalités à l'intérieur de la société américaine. On voit par exemple que l'espérance de vie des populations noires a tendance à rattraper l'espérance de vie des populations blanches. Non, il y a plutôt, on va dire, une forme de déclassement d'une certaine partie de la population américaine qui ne se reconnaît plus dans le modèle américain. Et quelque part, l'élection de Donald Trump en 2016 était un repli sur soi de la part d'une grande partie de la population américaine qui ne voit plus dans le modèle américain de libre ouverture, de libre accueil, d'ultra-capitalisme comme quelque chose de bénéfique. Et il y a une certaine forme de conservatisme blanc, notamment de la Rust Belt, de toute la zone, on va dire, de Détroit, même presque Chicago, la Pennsylvanie, le cœur historique industriel des États-Unis, qui lui ne voit plus d'un très bon œil cette mondialisation à outrance de laquelle les États-Unis seraient plus victimes. Et il y a, si vous voulez, aux États-Unis, deux figures qui vont s'opposer. Il y a le Illy des Appalaches, le supporter de Donald Trump, qui est obèse et qui boit du Coca-Cola, l'immigré récent de la high-tech, le Sundar Pichai, donc le PDG de Google, qui va lui être très intégré à la mondialisation. Et ces deux Amériques-là s'opposent. Clairement, il y a des tensions internes très fortes à la société américaine. Bon, il y a aussi des tensions raciales, ethnico-raciales, bien qu'il ne faille pas, comme je le répète, les exagérer. Ces tensions-là amènent à, probablement, dans les années à venir, une redéfinition du modèle américain. Alors, la présidence de Donald Trump a commencé à le faire. Aujourd'hui, l'élection de Joe Biden réouvre les Américains au monde et remet les Américains vers un multilatéralisme. D'ailleurs, ce qu'a dit, et on conclura là-dessus, ce qu'a dit Joe Biden lors de son élection, il a dit: les Américains sont prêts à reprendre le leadership du monde. Et bien là, on voit que, déjà, c'est les Américains, quels Américains, mais c'est les élites américaines atlantistes, les élites américaines très ouvertes à la mondialisation, sont prêtes pour, on va dire, réinvestir le multilatéralisme et réinvestir toute l'ouverture à la mondialisation qu'elles veulent avoir. Et donc on n'est plus dans le repli sur soi qu'avait prôné Donald Trump au travers de son America First. Tension qui existe quand même de manière très importante dans la société américaine aujourd'hui. Pour conclure, la puissance américaine reste donc une superpuissance au niveau mondial, car son modèle de société fait recette, car ce pays est attractif, et car ce pays a un modèle économique, culturel, et aussi une puissance militaire qui lui permettent de dominer le monde, et donc d'avoir une influence majeure sur son environnement. Néanmoins, la puissance américaine connaît des difficultés, avec une remise en cause très partielle de son modèle, avec des difficultés internes importantes, mais surtout avec une concurrence nouvelle de la Chine. Les Américains, dans leur histoire, ont toujours eu une capacité de renouvellement impressionnante, ce qu'on appelle une forme de résilience américaine. La manière dont ils se sont relevés de catastrophes terribles, comme par exemple la crise de 29, comme par exemple la Seconde Guerre mondiale, même dans la guerre froide, ils ont été très en difficulté, ou même le cyclone Katrina récemment, montre cette capacité de résilience des Américains. Seront-ils de nouveau à la hauteur face aux défis que leur portent les Chinois ? En tous les cas, aujourd'hui, ils ont presque 3 millions de vaccinés du coronavirus, quand en France, nous en avons péniblement 1000. Cela montre une certaine forme de réactivité de la société américaine qui leur est propre et qui ne nous est pas propre à notre société européenne. Là-bas, on est personne, mais on peut devenir quelqu'un. Oh, oui, quelqu'un de bien, ouais, quelqu'un d'américain. Ils ont 20 cracks pour s'y